Stéphane Guillon et Didier Porte ont récemment été évincés de France Inter par le président Jean Lucas, qui souhaitait, selon lui, assainir son antenne. Selon Emeline, une auditrice fidèle de France Inter, elle va se sentir perdue puisqu'elle n'aura plus sa dose quotidienne d'humour subversif pour affronter les cons, les machos, les injustices, les fachos, les racistes, les intégristes et les politiquement corrects de notre société. Alors, est-ce qu'on doit regretter Guillon, Alain Soral? Déjà, je réponds à cette jeune fille, là, si elle veut voir tout si elle veut revoir tout ce qu'elle a peur de ne pas voir, elle a qu'à aller au théâtre de l'Amador voir Dieudonné. Parce que tout de suite, on pense à ça. Qu'est-ce que c'est que Guillon et Porte à côté de Dieudonné, quoi. Surtout quand on sait que Guillon avait défendu longtemps Dieudonné et qu'il a retourné sa veste intégralement, pour des raisons de confort, et que Porte est vraiment l'exemple parfait du petit gauchiste libertaire, qui sait très bien... Enfin, le pire, c'est qu'il ne s'arrête même pas là, il doit s'arrêter comme Guillon qui le fait en connaissance de cause, à mon avis. C'est que l'autre, c'est l'abruti gauchiste qui se prend pour un homme libre et subversif, alors que c'est vraiment... Ça fait 30 ans qu'il fait du catéchisme, quoi, je veux dire. Et là, il est tout vexé d'être viré. Et là, on peut avoir une réflexion de fond sur à quoi sert un comique en période de crise. Un comique en période de crise, d'ailleurs, il faut bien voir que plus la crise est montée en France, plus il y a de comiques. Hein. Et les 3/4 des comiques servent à quoi, finalement? À rendre tout dérisoire, à faire croire qu'il y a de l'opposition, à faire croire qu'il y a de la critique, alors qu'ils ne parlent jamais des sujets qui fâchent réellement. Donc en fait, ce sont des collabos. Je l'ai écrit il y a très longtemps, quand je travaillais à 20 ans, c'est dans l'abécédaire de la bêtise ambiante, réfléchissant à quoi servent les comiques. Les comiques sont des agents du système. Hein. Ce sont des collabos, ce sont des antidépresseurs, on va dire, ce sont absolument pas des subversifs, pour moi c'est l'inverse. Hein. Et quand ils essayent réellement qu'ils ont compris ça, le rôle qu'on leur faisait jouer, et qu'ils essayent réellement de jouer leur rôle de subversif, ce Dieudonné, là ils se font flinguer, non seulement par le système, mais par tous les comiques, y compris Porte et Guillon, parce que quand on a dit à Porte à la télé, mais est-ce que vous n'allez pas se souvenir du Dieudonné maintenant, il a dit, il n'en est pas question, on a tous notre sacré en nous, c'est-à-dire, j'ai des limites, je veux dire, il a des limites, petit bonhomme. Ben oui, alors Jean Lucas, il a des limites aussi. Et puis Philippe Val, il a des limites. Alors comme on a tous nos limites, et ben ces limites n'étaient pas celles de Philippe Val, donc il ferme sa gueule. Ce qui est insupportable, c'est qu'il demande d'être sauvé au nom de la liberté. Mais finalement, sa liberté s'arrête exactement là où est son petit confort. C'est-à-dire que Val, c'est pas bien, Porte, c'est bien, puis mes Dieudonné, c'est pas bien non plus. Donc finalement, voilà. Donc ces mecs-là n'ont jamais été très drôles, ils n'ont jamais été subversifs. Moi, ils me font chier depuis très longtemps. Et je suis très content qu'ils soient virés, parce qu'en plus, ça montre bien que de toute façon, la pression monte aujourd'hui, et que pour sauver sa peau quand on est comique, il ne suffisait pas de cracher sur Dieudonné, il faut aussi lécher le cul à Sarkozy, et pas qu'à Sarkozy, aussi à Strauss-Kahn s'il arrive, et ne parler que des sujets autorisés. Donc finalement, c'est très bien qu'ils soient virés, c'est bien fait pour leur gueule, et moi je veux finalement que France Inter ressemble à ce qu'est la France, quoi. C'est-à-dire finalement une dictature de consommation. C'est ça dans quoi on est aujourd'hui. Une société libérale sécuritaire. Ils étaient là pour le cacher, ils étaient bien payés pour le cacher, qui dégagent, et qu'avec la radicalisation de la crise, ces amortisseurs à crise s'en aillent pour qu'on soit face à la crise réelle. Comme pour l'équipe de France de football, qu'on soit face à la France et qu'on ne se cache pas derrière l'équipe de France de football, qu'on ne se cache pas derrière l'humour discutable de Porte ou de Guillon, qu'on soit face à la réalité, à la crise, etc. En ce moment, en France, on parle beaucoup de l'affaire Woerth. Quelle est votre opinion, analyse sur cette situation de crise? Déjà, au départ, c'est quoi? C'est une affaire entre la fille de Madame Bettencourt qui attaque non pas sa mère, mais un monsieur à qui sa mère aurait donné beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que ça commence. Et du coup, on sort les drames de famille, hein, on commence à sortir le linge sale qui vraiment doit se laver en famille, et il y a les dégâts collatéraux, ça n'arrête pas, là, c'est l'histoire d'argent, de lien entre le monde des affaires et le monde de la politique. Il ne faut pas se mentir. De tout temps, les politiques, et notamment les politiques de droite, évidemment, sont au service du capital. Madame Bettencourt est la femme la plus riche de France, et c'est Madame L'Oréal. L'Oréal, c'est une énorme multinationale. Il y a toujours eu des liens entre le politique et le milieu des affaires, et la droite a toujours été financée par le milieu des affaires. Donc là, sortent des petites affaires assez dérisoires, parce que les sommes sont assez minuscules en réalité, et malgré les lois sur la transparence, le financement des partis politiques, etc., on sait très bien, ça a grincé un peu à l'époque de Chirac, mais ça a toujours été le problème, que les politiques, de toute façon, sont de manière plus ou moins discrète, payés, stipendiés, par la droite patronale pour faire le jeu de la droite patronale, et l'UMP d'autant plus,
puisque c'est le mouvement de la droite patronale. Donc de savoir qu'il y a de l'argent qui a circulé entre les exécutants de la droite patronale et la droite patronale, c'est une évidence. Bon, bah là, ça sort un peu. Ce qui est étrange, c'est que c'est les gens qui, notamment le PS, qui fait semblant, et qui a eu un nombre d'affaires incroyables à l'époque, des bureaux d'études et des affaires urbaines, ou je sais pas trop quoi, et des affaires des grandes surfaces, à l'époque où c'était les grandes enseignes et les grandes surfaces, parce que tout le problème du politique, c'est de trouver de l'argent, évidemment. Et bon, ça permet, dans une guerre gauche-droite, de se payer le ministre Lavorse, parce qu'effectivement il a un peu mal. Alors ils ont fait sauter sa femme, ils ont fait sauter 2 autres ministres à côté, ils essaient de déminer comme ils peuvent, mais il serait temps à un moment donné que nous on le fait un peu à Égalité et Concession, qu'on fasse un jour, Monsieur Asselineau pourrait faire une vraie conférence sur les liens entre l'argent et la politique, et de toute façon la politique, ça fonctionne avec l'argent du patronat, qui est en fait très souvent de l'argent occulte, entre guillemets, voilà, mais que c'est la logique même. Un politique, c'est souvent un aventurier et un idéologue et un démagogue qui veut faire carrière et qui se met au service d'une cause qui est soit celle du patronat ou soit celle de la révolution, mais c'est devenu très rare, et qui a besoin d'argent pour fonctionner parce qu'il ne travaille pas et qu'il a de gros frais et de gros besoins, parce qu'une campagne ça coûte cher. J'avais parlé notamment d'où venait l'argent du NPA quand il avait les moyens de présenter 5 candidats à 300 000 euros aux européennes. Vous pouvez vous poser ces questions partout. Voilà, quand un mouvement politique fonctionne à des bureaux, des permanents, etc., se lance dans des campagnes politiques, etc., des affiches, du collage, d'où vient le pognon. Alors on a très souvent emmerdé le Front National, parce qu'il était dans le collimateur de la bande des 4, pour montrer du doigt les toutes petites sommes qui pouvaient circuler vaguement au Front National, mais on sait, les médias, parce qu'il y a un consensus général, voilà, les médias du patronat et du politique, tout ça c'est la même boutique, hein. L'argent qui commande aux médias, qui commande aux politiques. Donc il y a une espèce de consensus avec le Canard enchaîné qui est du Villon et du Porte, c'est la même chose. Si le Canard enchaîné avait sorti des affaires sérieuses, il y a longtemps qu'il aurait été interdit ou qu'il aurait été disparu. Donc on sort des petites affaires, des petits machins, c'est des petits dégâts collatéraux, et là, bon, effectivement, l'affaire Vance qui devient une affaire d'État, c'est au départ une question de linge sale entre la fille et sa mère Bettencourt, et voilà, il y a eu des petites écoutes, des petits machins, et on découvre des petites enveloppes, mais tout ça c'est minuscule. C'est rien à côté des rétrocommissions sur les ventes d'armes, sur des emprunts d'État, etc. Enfin, des affaires comme ça, on pourrait parler d'affaires sérieuses, où beaucoup d'argent a circulé, qui est allé aux politiques, notamment à l'époque où il fallait éteindre les incendies des puits de pétrole que Saddam Hussein avait enflammés au Koweït. Il y a une énorme histoire derrière, vous pouvez vous intéresser sur Internet, où là des sommes colossales ont circulé, dont le commun des mortels n'a même pas idée des échelles d'argent. C'est comme sur les rétrocommissions, sur des ventes d'armes, quand on vend des frégates ou des trucs comme ça, c'est des sommes gigantesques, et c'est pas pour rien qu'il y a des comptes au Luxembourg, des machins, des systèmes de blanchiment, etc. Et il y a des hommes politiques à des moments qui touchent des martingales et qui se font des énormes trésors de guerre. C'est pas pour rien si la phase qui a permis à Chirac d'aller à la présidentielle est passée par la ville de Paris, la mairie de Paris, qui était là aussi, quand il y a des chantiers partout, qu'il y a des appels d'offres plus ou moins respectés ou pas, il y a des rétrocommissions. Quand on est maire d'une grande ville comme ça pendant des années, on se fait un énorme trésor de guerre. Donc là, je ne vais pas montrer du doigt le maire actuel, mais il est évident que si un jour on découvre que le maire actuel s'est fait un gros trésor de guerre, c'est la politique même, tout ça, quoi. Et ce qui est dérisoire, c'est les petites sommes. Quand on parle de logement, on ose montrer du doigt qu'un type a 2 logements de fonction. C'est des trucs, mais c'est dérisoire, c'est minuscule. Des enveloppes de 15 000 euros, des fois même 150 000 euros pour un parti. C'est de la gnognotte, hein. C'est pas ça l'argent de la politique. Et je pense que tout ça, d'ailleurs, le Canard enchaîné, c'est ça. C'est sortir des affaires minuscules pour cacher l'énormité de la connivence, du médiatique, du politique et du financier. Et là, si on s'y intéresse sérieusement, on trouve des sommes gigantesques. Et ce qui arrive en ce moment, bon, Vors est pris dans la tourmente, peut très bien arriver au PS, peut très bien arriver ailleurs. Il faut s'appeler Porte ou Guillon pour se servir de ça et monter sur ses ergots pour faire croire qu'on est un subversif et qu'on défend la République et qu'on prend des risques avec le pouvoir. Prendre des risques avec le pouvoir et dire la vérité, c'est ce que fait Dieudonné, c'est ce que je fais moi. C'est déjà pour moi même pas ce que fait Michel Colomb parce que c'est pas assez. Voilà, tout le reste, c'est du théâtre. Madame Boutin nous a dit de craindre la montée du Front National face à cette disqualification du journalisme face à la politique, puisqu'en ce moment
Bah, tant mieux, oui, mais ça veut dire quoi ça? Ils ont peur finalement que ce soit les populistes qui bénéficient de tout ça. C'est la seule réponse qu'ils ont à donner en fait. Ouais, c'est attention, tout ça pourrait aider à amener la révolution. Bah, tant mieux, oui. Mais ce qui est triste, c'est que la pauvre Madame Boutin, pareil, elle a dû s'asseoir sur ses 9500 € par mois. Elle s'est déshonorée, elle s'est humiliée, elle a servi de bouc émissaire et de comment dirais-je, d'alibi pour une catholique, c'est un peu triste. Tout ça, c'est payé en fin de course 9500 € par mois. C'est très peu. C'est pas grand-chose. Et elle est obligée d'y renoncer parce que quelqu'un, un journaliste, a vaguement montré du doigt. C'est triste tout ça. Moi, je pense que Madame Boutin, il faut lui laisser ses 9500 € par mois. C'est pas grand-chose. Elle les a bien gagnés, quelque part. Quand on voit comme tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule pour servir d'alibi catholique au gouvernement Sarkozy, qui est très catholique, comme vous le savez. Voilà, très porté sur la famille, etc. Il n'y a que Porte pour montrer du doigt les 9500 Guillon pour montrer du doigt les 9500 € de Madame Boutin et penser qu'il fait acte de subversion et de républicanisme. Donc tout ça, d'ailleurs, ils doivent toucher à peu près les mêmes sommes. Tout ça, c'est du tapin à 10 000 € par mois. C'est beaucoup plus que ce que je gagne moi, que ce que vous gagnez tous. Mais c'est de la merde, 10 000 € par mois. C'est de la gnognotte. Le gros pognon de la politique, des médias et du pouvoir, c'est 100 fois ça, quoi, par mois. Donc arrêtons le cirque et rendons son argent à Boutin et laissons Worth tranquille, parce que de toute façon, si c'est lui qui s'en va, il sera remplacé par un autre, dont les collusions et les connivences sont exactement les mêmes. Elles sont structurelles, elles sont intrinsèques à ce qu'est la politique, comment dirais-je, démocratico-libérale en régime parlementaire. Et effectivement, montrer du doigt toute cette mascarade, en plus, comme le dirait bien Porte et Guillon, ça pourrait aider le Front National. Donc effectivement, faites bien attention, subversif de pacotille, à ne pas aider effectivement à ce qu'une vraie révolution nationale populaire puisse arriver un jour, parce que vous êtes effectivement des subversifs à 10 000 € par mois, qui de temps en temps effectivement pouvaient agacer un peu vos maîtres. Effectivement, de temps en temps vous êtes là pour les faire rire au bout de la table, puis de temps en temps ils vous jettent un verre à la gueule, parce que vous les avez un petit peu agacés. Alors là, vous partez, vous quittez la table, et vous allez vous cacher un peu dans les chiottes, mais vous pourrez revenir, vous reviendrez pour le dessert. Alors on est au début du mois de juillet et on est encore en pleine catastrophe pétrolière qui n'en finit pas. Certains même disent qu'on cache la gravité réelle de cette catastrophe. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision? On le dit, mais c'est une évidence, oui. Au début, on a une marée noire. Alors la marée noire, chez nous, on connaît, c'est un super tanker qui s'éventre. Mais là, c'est bien plus grave et c'est sans précédent, puisque c'est un forage ultra profond dans la mer. Et alors là, ça met en avant ce dont j'ai déjà parlé pour les initiés, qui est ce qu'on appelle le pétrole abiotique. C'est qu'on est dans une situation, je crois, où les Américains utilisent une technologie en réalité russe, qui est d'aller chercher du pétrole, qui n'est pas du pétrole fossile, puisqu'il n'y a pas, on ne pense pas qu'il y aurait des dinosaures au fond de la mer, il y a des milliers des kilomètres sous le niveau de la mer. On est sur un pétrole qui jaillit de la roche-mère, et qui est un pétrole abiotique, ce que les Russes savent depuis les années 50, et ce que tous les initiés savent, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de peak oil, et que les enjeux qui se passent en ce moment autour de la Caspienne ne sont pas seulement pour les dernières réserves de pétrole, mais pour des raisons bien plus géopolitiques, etc. Donc là, on est face à une crise, à une catastrophe écologique et une catastrophe pétrolière qui est sans précédent, qui a plutôt à voir avec Tchernobyl, l'explosion d'une centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'on a du pétrole qui jaillit à très très haute pression du ventre de la Terre, qui peut jaillir indéfiniment, parce que ces nappes sont auto-remplissantes, comme on le sait, à des pressions énormes. Et on n'a pas les technologies pour régler le problème. Donc on bricole, et donc on a menti jusqu'à présent sur les quantités de pétrole qui sortent, sur le fait qu'il peut sortir comme ça très très longtemps, et que c'est une pollution effectivement par le pétrole qui est comparable à rien de ce qui est jamais arrivé, puisque le forage abiotique dans la mer et sous la mer, etc., c'est des technologies avec des très très hautes pressions, etc., qu'on maîtrise très peu, et c'est comme un volcan, c'est-à-dire que humainement c'est très difficile de mettre une valve sur un volcan en éruption, et c'est un peu l'équivalent, je crois, au niveau des pressions, etc. Alors pour l'instant on ment. Obama fait un numéro effectivement scandalisé. Moi je ne suis pas complotiste, je ne pense pas que ça a été fait exprès, je ne pense pas que tout le monde savait, etc. Mais il y a eu une prise de risque énorme qui a été prise, qui est de tenter un forage en très grande profondeur dans la mer, abiotique, etc., en sachant qu'à un moment donné, quand le pétrole va sortir, c'est des pressions
100 fois supérieure aux pressions classiques du pétrole type Arabie Saoudite, du pétrole affleurant, des théories dites fossiles, et qu'il se trouve que c'est un peu comme pour Tchernobyl, c'est qu'en réalité, humainement, on n'a pas la technologie pour aller mettre un bouchon ou un robinet au fond de la mer sur un truc qui sort avec une telle pression. Et cette nappe, comme ça, peut suinter, même si on met vaguement un chapeau, qu'on essaie de pomper, de récupérer le pétrole, parce que ça risque de suinter comme ça pendant des années. Enfin, et ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Et donc, la pollution est une pollution, effectivement, à l'échelle de la nouvelle, comment dirais-je, du nouveau questionnement de écologique mondiale. C'était une catastrophe qui correspond effectivement au questionnement écologique actuel. C'est-à-dire que c'est une catastrophe qui n'est absolument pas comparable à l'Apocalypse, ces choses-là. Et pour l'instant, effectivement, au niveau du journal de 20 heures, c'est comme l'armada qui arrive au large de l'Iran. On nous dit rien de tout ça dans les médias. On nous parle beaucoup du football, on nous parle beaucoup de dans la Cour de France, du scandale de M. Vorte, du problème de M. Guillon. Tout ça, c'est de la merde. Les vrais problèmes, c'est est-ce qu'il va y avoir une guerre. Le G20 aussi, il n'y a pas de reprise économique. Et le bricolage monétaire qui a été fait va avoir ses conséquences dévastatrices très bientôt, puisqu'il fallait qu'il y ait une relance et qu'il y ait de la croissance pour que ça ait pu avoir un sens, même si c'est à cette échelle-là de production de fausse monnaie, c'est de toute façon hors d'échelle. Mais là, en fait, les vrais sujets, ce sont ceux-là. Crise écologique sans précédent avec ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Crise financière encore aggravée avec la troisième phase de la crise qui va bientôt arriver, là, qui va être encore bien plus violente que celle des subprimes, qui est à peu près ressentie par tout le monde, puisqu'on parle même d'abandonner le dollar maintenant et de trouver une nouvelle monnaie pour le remplacer, parce que le dollar ne vaut strictement plus rien. Et puis la guerre mondiale qui arrive, si jamais ça se met à péter au niveau de l'Iran, avec Israël qui est dans le coup, avec les Russes qui ne peuvent pas tout à fait laisser faire, avec un Ahmadinejad qui n'est pas un rigolo, on est quand même là face à des problèmes très 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 graves, dont on ne parle absolument pas sérieusement dans les médias dominants, et on nous donne pour manger, effectivement, au niveau les magouilles de verre, du canard enchaîné, les petites histoires d'enveloppe de Madame Bettencourt, les petites histoires de comiques virés. On ne sait pas qui est le plus comique, si c'est Philippe Val est plus drôle finalement que Guillon. Et ces vannes me font beaucoup plus marrer que Guillon personnellement. Alors dépend, mais n'empêche que je rigole moi, quand je vois ça. Je commence à me marrer. France Inter commence à m'amuser. Alors voilà ce qu'on nous donne, du Guillon, du Tour de France. Non, enfin Tour de France, je mets de côté. J'attaque pas le Tour de France. Enfin, la crise du football français, la crise du comique sur France Inter, et voilà, la crise des petites enveloppes, les 9500 € de boutin, etc. Voilà. Alors qu'on est face à la Troisième Guerre mondiale, qui, si on regarde l'échelle, enfin la courbe exponentielle, Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, Deuxième Guerre, 50 millions de morts, là on peut jouer à un truc à 200 ou 500 millions de morts, et tout le monde, et voilà, et il se passe rien, quoi. Je pense que c'est ça quand même la réalité, donc il faut avoir conscience. Bah écoutez Alain Soral, merci, on se retrouve le mois prochain, vous partez peut-être en vacances? Non, je vais essayer de mettre à profit cet été pour avancer encore un peu plus sur mon bouquin, mon fameux bouquin Comprendre l'Empire, qui parle de tout ça. Je suis en train de finir le chapitre 4, là. Il faut que j'aille au bout. Il y a 7 chapitres en tout. C'est un gros boulot de synthèse, une grosse prise de risque quant au contenu. C'est pas le canard enchaîné. Et en même temps, j'essaie de m'occuper de l'association, là, maintenant, locale, du journal Flash, dernier numéro ici même, là. Voilà, je ne peux pas s'y coller. Qui traite d'ailleurs de tous ces sujets à lire. Voilà, je suis sous le haut patronage de M. Chavez, effectivement, qui me semble être plus révolutionnaire fondamentalement que M. Medvedev. Voilà. Et on bricole, quoi. On bricole en attendant la guerre, d'une certaine manière. Et puis, on se dira un jour qu'on avait raison, qu'on avait prévenu, qu'on avait dit la vérité, etc. Est-ce que c'est nécessaire ? Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas tellement faire plus. Voilà. Et donc, je salue tous les auditeurs, parce que je vois que les vidéos sont très regardées grâce au compteur de Dailymotion. Et je vous dis, allez sur le site Égalité et Réconciliation, lisez Flash, voilà. Et puis après, venez nous rejoindre si vous voulez, si vous pouvez, et essayez d'éviter les pièges terribles qui nous sont tendus, et de ne pas non plus croire au miroir des alouettes des médias soi-disant critiques et subversifs.